Ça, c'est la scène du viol simulé dans Le Dernier Tango à Paris. C'est une scène où le personnage de Maria Schneider subit un viol de la part de son partenaire amoureux qui est joué par Marlon Brando. C'est une scène qui n'était pas écrite dans le scénario, qu'elle a répétée sans arriver jusqu'à ce point-là. Et puis, après la première répétition, Bertolucci, le réalisateur, et Brando se sont mis d'accord sur le fait qu'il allait simuler de la sodomiser de manière non consentie. Et pour avoir une véritable réaction de la comédienne, on ne l'a pas prévenue. C'est peut-être très naïf comme question, mais comment est-ce que c'est possible qu'une telle scène et qu'une telle mise en scène soit possible? C'est très drôle que tu me poses cette question parce qu'en fait, quand je vais sur les plateaux, les jeunes de moins de 30 ans me demandent comment est-ce qu'on faisait ça avant, comment c'est possible que ça n'existe pas avant ton métier. Et les plus de 30 ans, ou plus de 35, voire plus de 40, sont plutôt à tendance à dire mais à quoi tu sers? Comment c'est possible qu'on arrive à ça? Tout simplement parce que le cinéma a toujours perçu les corps des acteurs et surtout des actrices comme des objets. Là, on est dans cette conception de plutôt soutirer une performance aux actrices et notamment aux actrices parce qu'en général, c'est un point de vue masculin qui met en scène et donc le corps de l'actrice appartient au pater familias, c'est-à-dire le réalisateur. Et c'est pour ça que ce genre de situation arrive encore maintenant. En quoi est-ce que ça consiste, le métier de coordinatrice d'intimité? Alors, coordinatrice d'intimité, c'est un métier vraiment assez complexe. Nous coordonnons en fait avec plein de départements différents. Donc, autant nous travaillons avec la mise en scène, donc la réalisation pour s'assurer que voilà, la vision de la mise en scène est respectée, qu'en même temps ce soit réaliste et crédible, que toute nudité soit claire dès le départ, que s'il y a de l'improvisation, elle soit cadrée. Et puis surtout, tiens, techniquement, comment faire en sorte que cette scène-ci, on puisse y croire, avec le temps qu'on a, les décors qu'on a, les actrices qu'on a. Puis après, il y a la partie logistique, avec les assistants à la mise en scène. Donc voilà, quels sont les protocoles de plateau fermé, donc qui a accès au plateau, qui a accès aussi au rush, donc aux images qui sont filmées de la journée. Et puis après, tout ce qui va être le HMC, donc habillage, maquillage, coiffure. Si on a de la nudité prévue à un moment ou à un autre, c'est important que les personnes qui gèrent tout ce qui va être la continuité, mais aussi le confort des actrices au moment de ces scènes-là, soient informées. Donc moi, je vais travailler beaucoup aussi avec le service habillage pour voir, voilà, voici les sous-vêtements d'intimité, donc c'est-à-dire ce sont des coques couleur chair que l'on va placer sur les parties génitales pour faire en sorte qu'il y ait des barrières et en même temps qu'ils soient à la bonne couleur de peau pour les comédiens et comédiennes, que ça ne se voit pas à l'image. Je travaille aussi avec le département image justement pour voir, ok, voilà, là, cet acte sexuel-là, si on veut bien le tricher, parce que c'est que de la triche en fait, la caméra, elle aura plutôt intérêt à se placer dans cet angle-ci que dans cet angle-là. Ou alors dans l'autre sens. Je vais pouvoir parler avec l'équipe image et la mise en scène en disant, voilà, s'il est hyper important pour vous d'avoir un cadre comme ceci, qui ne bouge pas, ou alors qui soit movible, alors c'est peut-être plutôt ce type d'acte sexuel-là, ou ce type de baiser, ce type de toucher, ce type de nudité qui va être le plus facile à tourner sans qu'on voit justement le subterfuge. C'est que de la communication, c'est de l'expertise, parce qu'il y a aussi la chorégraphie des gestes et des corps. Donc, c'est-à-dire on va savoir comment faire simuler par exemple une fellation, une pénétration, toutes ces questions-là. Ce sont des techniques de positionnement de corps, de respiration, de rythme, etc. On peut aussi vraiment accompagner la mise en scène avec une narration du mouvement, donc pas seulement la question technique, mais plutôt, tiens, ce personnage-là, comment est-ce qu'il jouirait ? En collaboration avec, bien entendu, les acteurs qui connaissent leur personnage mieux que nous. Et puis après, la question du consentement, qui est très très importante, qui est la communication avec les personnes directement concernées. Moi, mon rôle, c'est de déterminer, ou plutôt de permettre aux actrices de déterminer par elles et eux-mêmes quelles sont leurs zones d'inconfort, quelles sont leurs zones de danger, de quoi elles ont besoin pour pouvoir faire leur travail sereinement sur un plateau. Est-ce que ça ne concerne que les scènes de sexe, le métier de coordinateur ou de coordinatrice d'intimité? Pas du tout, parce que l'intimité, ce n'est pas que la sexualité. Il y a la nudité, bien entendu, mais tout ce qui touche au médical, par exemple. C'est une forme d'intimité, une grande forme de vulnérabilité. Mais tout ce qui touche aussi à la vulnérabilité liée à l'identité. C'est-à-dire que si moi, je joue un personnage lesbien et que je suis lesbienne dans la vie et que mon personnage reçoit des agressions lesbophobes, il est possible que ces scènes-là me réactivent d'une certaine manière, donc réactivent des traumas. Ces scènes-là méritent aussi d'être prises en charge, ou en tout cas que l'on questionne la question de la vulnérabilité et qu'on puisse mettre en place des outils pour réduire cette charge. Toutes les actrices ne vivent pas de la même façon la nudité à l'écran comme la sexualité à l'écran. Voilà, c'est très différent. Mais par contre, on a tendance à imaginer que la vulnérabilité n'existe que pour les corps féminins, que dans des situations de nudité et ou de sexualité, alors qu'en fait la vulnérabilité existe à plein d'autres étages, qui sont souvent minimisés, voire totalement ignorés. Parfois, quand je vais au cinéma avec des amis avec un E, j'entends la remarque, je sens que ça a été réalisé par un homme ou par une femme en fonction de certaines scènes. En quoi est-ce qu'on remarque que c'est filmé par un homme ou par une femme? Alors, de manière générale, un corps filmé
de manière masculine, va manquer d'intériorité et va vraiment exister comme un objet de désir des spectatrices, du personnage masculin, etc. Et donc pour moi, le regard féminin, qui est d'ailleurs aussi parfois réalisé par des hommes, c'est un regard qui va intégrer cette intériorité. D'ailleurs, Iris Bray en parle très très bien dans Le regard féminin, une révolution à l'écran. Du point de vue du spectateur, est-ce que quand on ressort de la salle, on peut savoir ou on peut deviner s'il y a eu coordinatrice ou coordinateur d'intimité? Il y a quand même des éléments qui aident, notamment la représentation du consentement dans la chorégraphie, surtout dans le non-verbal, le réalisme de la chorégraphie aussi. Et donc ça peut changer la couleur de la scène simplement en lui donnant des touches de narration qui vont au-delà que de la question de l'acte sexuel en soi. On peut voir aussi des représentations du plaisir qui vont être moins clichés. Est-ce qu'aujourd'hui, des conditions de tournage comme celle du Dernier Tango à Paris existent encore sur les plateaux de cinéma? Oui. Bien entendu. C'est plus rare parce qu'évidemment, il y a une conscience qui s'élève par rapport à ces conditions-là. Il y a eu des changements institutionnels, c'est-à-dire que la convention collective de l'audiovisuel et du cinéma a rendu obligatoire le fait de poser un cadre pour ces scènes d'intimité. Ça ne veut pas dire que ce cadre est toujours respecté. Ce n'est pas parce qu'on en parle dans les réseaux sociaux, dans les journaux, c'est pas parce qu'on a des commissions d'enquête que forcément toute une culture peut changer du jour au lendemain. Ça s'étiole, ça c'est sûr. Et alors il y a une impunité encore à certains endroits, bien entendu, mais elle devient de plus en plus difficile à cacher. C'est ça qui change, c'est-à-dire que les comportements sont les mêmes, mais que les réactions évoluent? Ce qui change, c'est que ça devient de plus en plus risqué pour une production de laisser faire ce type de comportement et de les cautionner. Donc c'est une question de risque, de rapport au risque réputationnel, au risque que le film se fasse démolir en promo. Aujourd'hui, les productions ont tout intérêt à mettre des choses en place pour qu'il y ait un cadre, et puis aussi à étouffer toute forme de dissidence ou d'affaire à la racine, de le couper à la racine ou de l'étouffer à la racine, je dirais.